Bonjour guerrier, vous êtes-vous déjà senti paralysé face à une décision importante? Ce sentiment suffocant que peu importe ce que vous choisissez, quelque chose va mal tourner. Je sais exactement ce que ça fait. Il y a quelques années, j'étais exactement là où vous êtes aujourd'hui, perdu, confus et effrayé à l'idée de prendre la mauvaise décision. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 6 questions puissantes de la philosophie stoïcienne qui ont changé ma vie et peuvent aussi changer la vôtre. Ce ne sont pas seulement des questions, ce sont des clés qui ouvrent la porte à un esprit plus clair, à des décisions plus sages et à une vie plus remplie. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin, en toute confiance, sachant que vous disposez des outils nécessaires pour relever tous les défis que la vie vous lance. Imaginez la tranquillité d'esprit de savoir que vous prenez les meilleures décisions possibles qui correspondent à vos valeurs les plus profondes. Au cours des prochaines minutes, je vais vous guider à travers ces 6 questions stoïciennes qui ont le pouvoir de éliminer l'anxiété paralysante face à des choix difficiles, apporter de la clarté même dans les situations les plus confuses, aligner vos décisions avec qui vous êtes vraiment et voulez être, transformer les obstacles en opportunités de croissance. Si vous en avez assez de vous sentir perdu, de prendre des décisions que vous regrettez, ou si vous souhaitez simplement élever votre vie à un nouveau niveau de sagesse et d'épanouissement, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous pour un voyage transformateur. Votre vie est sur le point de changer et tout commence maintenant. Allons-y. Zénon était un marchand qui a tout perdu dans un naufrage. Arrivé à Athènes sans rien, il se tourna vers la philosophie pour trouver des réponses. Et c'est ainsi qu'est née l'une des écoles de pensée les plus influentes de l'histoire. Le stoïcisme s'est rapidement répandu dans le monde antique, atteignant Rome et influençant certains des esprits les plus brillants de l'époque. Pensez-y. Une philosophie créée par un homme qui a tout perdu est devenue le guide des empereurs et des esclaves, des riches et des pauvres. L'un des points les plus intéressants du stoïcisme est la façon dont il s'adapte à différentes réalités. Nous avons Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, qui utilise les principes stoïciens pour faire face à la politique brutale de l'Empire. De l'autre côté, nous avons Épictète, un ancien esclave qui utilisait les mêmes idées pour retrouver la liberté intérieure, même lorsque son corps était enchaîné. Et nous ne pouvons pas oublier Marc Aurèle, le philosophe empereur. Imaginez, l'homme le plus puissant du monde connu, écrivant la nuit sur la façon d'être humble et de contrôler ses impulsions. Ces méditations sont un trésor de sagesse pratique qui nous fait encore réfléchir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rend le stoïcisme si spécial? Pourquoi est-ce toujours d'actualité après plus de 2000 ans? La réponse réside dans son aspect pratique. Les stoïciens ne s'intéressaient pas aux théories abstraites qui ne pouvaient être appliquées à la vie quotidienne. Ils voulaient une philosophie selon laquelle vivre, pas seulement pour débattre. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire lorsqu'on le met en pratique. À quelle fréquence stressons-nous à propos de choses qui sont complètement hors de notre portée? Le trafic, la météo, les actions des autres. Les stoïciens diraient « Pourquoi gaspiller de l'énergie là-dessus ?» Un autre point crucial du stoïcisme est l'idée selon laquelle nos émotions sont le résultat de nos jugements, et non d'événements extérieurs. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous rend heureux ou tristes, mais la façon dont nous interprétons ces événements. Ce changement de perspective est puissant. Cela nous donne le contrôle de nos réactions émotionnelles. Les stoïciens ont également souligné l'importance de la vertu. Pour eux, bien vivre signifiait vivre selon la raison et en harmonie avec la nature. Cela ne signifie pas ignorer les émotions ou les plaisirs, mais plutôt ne pas en être l'esclave. Un concept stoïcien particulièrement utile de nos jours est celui de l'amor fati, aimer son destin. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'accepter tout ce que la vie nous apporte, bon ou mauvais, et de l'utiliser comme une opportunité de croissance. Dans un monde où chacun semble constamment à la recherche de la meilleure solution, cette attitude peut être libératrice. Le stoïcisme nous enseigne également la nature temporaire de toute chose. Memento mori, rappelez-vous que vous mourrez, était un rappel constant aux stoïciens. Loin d'être morbide, cette pensée nous aide à valoriser le présent et à ne pas reporter ce qui est important.
Il est fascinant de voir comment ces enseignements anciens s'appliquent parfaitement aux défis modernes. Le stress au travail, les stoïciens diraient de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos efforts, votre attitude, et de ne pas vous soucier du reste. Anxiété face à l'avenir, ils nous rappelleraient que le futur n'existe pas encore et que notre pouvoir est dans le présent. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème, mais il nous donne des outils pour faire face à ces problèmes avec grâce et sagesse. C'est une philosophie qui nous apprend à être forts sans perdre la compassion, à rechercher le succès sans en devenir l'esclave, à accepter la réalité sans renoncer à l'améliorer. À l'ère des médias sociaux et des comparaisons constantes, le stoïcisme offre un puissant antidote. Il nous rappelle que le vrai bonheur vient de l'intérieur et non des possessions matérielles ou de l'approbation extérieure. Dans un monde qui semble de plus en plus polarisé, le stoïcisme nous apprend à voir les choses sous plusieurs angles et à rester calme au milieu du chaos. Il est important de noter que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à être froid et distant. Il s'agit plutôt de ressentir profondément, mais de ne pas laisser ces émotions nous contrôler. Il s'agit d'utiliser notre raison pour naviguer dans la mer turbulente des émotions humaines. Les stoïciens avaient aussi beaucoup à dire sur nos relations avec les autres. Ils croyaient en l'idée que tous les êtres humains faisaient partie d'une grande communauté. Cette réflexion favorise l'empathie et la compréhension dont notre monde a désespérément besoin. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est l'importance de vivre selon nos valeurs. À une époque où beaucoup se sentent perdus ou sans but, cet accent mis sur la définition et le respect de principes clairs peut être transformateur. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'action. Il ne suffit pas de connaître les principes, il faut les vivre. Comme le disait Épictète, n'expliquez pas vos principes, réalisez-les. C'est un appel à être le changement que nous voulons voir dans le monde. L'une des plus belles choses du stoïcisme est la façon dont il nous aide à trouver la sérénité au milieu du chaos. Dans un monde qui semble toujours s'accélérer, la capacité de rester calme et mentalement clair est un super pouvoir. Le stoïcisme a aussi beaucoup à nous apprendre sur le leadership. Il n'est pas étonnant que tant de dirigeants à travers l'histoire aient été attirés par cette philosophie. Elle enseigne comment donner l'exemple, comment rester calme sous la pression, comment prendre des décisions fondées sur des principes et non sur des émotions passagères. L'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme pour notre époque est peut-être l'idée que le bonheur ne dépend pas du fait d'avoir tout ce que l'on veut, mais du fait de vouloir ce que l'on a. Dans une société de consommation, où nous sommes constamment bombardés de messages selon lesquels nous avons besoin de plus pour être heureux, cette idée est révolutionnaire. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de prendre soin non seulement de notre esprit, mais aussi de notre corps. Les stoïciens considéraient les humains comme un tout intégré et comprenaient que notre bien-être physique affecte notre bien-être mental et vice-versa. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est l'importance de considérer les obstacles comme des opportunités. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Ce changement de perspective peut complètement transformer la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'introspection. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices de réflexion, examinant leurs actions et leurs pensées. Cette pratique d'auto-examen constant est un outil puissant de croissance personnelle. En bref, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour bien vivre dans le monde moderne. Ces leçons sur la concentration, la résilience, la vertu et l'acceptation sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2000 ans. En étudiant et en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons développer une force intérieure qui nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et sagesse. Explorons la première question stoïcienne fondamentale. Est-ce sous mon contrôle? Cette question est à la base de la pensée stoïcienne et a le pouvoir de transformer complètement notre approche des défis de la vie. Les stoïciens divisaient tout en deux catégories. Ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela semble simple, mais lorsque nous l'appliquons réellement, nous réalisons combien d'énergie nous dépensons pour des choses que nous ne pouvons pas changer. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle?
Nos opinions, nos désirs, nos objectifs, nos attitudes. Qu'est-ce qui ne l'est pas? À peu près tout le reste. La météo, les actions des autres, l'économie, les événements passés, l'opinion des autres sur nous. Lorsque nous sommes confrontés à une décision difficile, la première chose à faire est de séparer ce que nous pouvons influencer de ce qui est hors de notre portée. Cela réduit non seulement notre anxiété, mais concentre également notre énergie là où elle peut être la plus efficace. Pensez à une situation de travail stressante. Vous avez une présentation importante demain et vous êtes nerveux. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Votre préparation, votre effort, votre attitude? Qu'est-ce qui ne l'est pas? La réaction de votre patron, les problèmes techniques qui peuvent survenir, l'humeur du public? En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler. Bien étudier le sujet, pratiquer votre présentation, vous reposez suffisamment. Vous augmentez non seulement vos chances de succès, mais vous réduisez également considérablement le stress. Cette approche est également puissante dans les relations. Vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les sentiments de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Cela change complètement la dynamique de nombreuses interactions. Un exercice pratique consiste à lister toutes vos préoccupations actuelles et à les diviser en 2 colonnes, sous mon contrôle et hors de mon contrôle. Vous serez surpris du nombre de choses contenues dans la 2e colonne. La prochaine étape consiste à concentrer toute votre énergie sur la première colonne. Cela ne signifie pas ignorer complètement ce qui échappe à notre contrôle. Cela signifie accepter que nous ne pouvons pas le changer directement et nous concentrer sur la manière dont nous pouvons y répondre de manière constructive. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler s'il pleuvra le jour de votre mariage en plein air. Mais vous pouvez contrôler avoir un plan B, maintenir une attitude positive et vous rappeler que l'important est l'unité, pas la météo. Cette question nous aide également à mieux gérer l'échec. Si quelque chose s'est mal passé mais que vous avez fait tout ce que vous pouviez, il n'y a aucune raison de le regretter. Vous avez fait votre part. Appliquer systématiquement cette question conduit à un profond changement de mentalité. Vous commencez à voir les obstacles non pas comme des problèmes, mais comme des opportunités d'exercer votre vertu et de grandir. Il est important de noter que contrôle ne signifie pas ici manipulation ou force. C'est davantage une question d'influence et de choix. Vous ne pouvez pas contrôler si vous vous sentez en colère, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous agissez lorsque vous êtes en colère. Cette approche nous libère également du besoin constant d'approbation externe. L'opinion des autres à notre égard échappe à notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est vivre selon nos valeurs. Un avantage supplémentaire de cet état d'esprit est la tranquillité d'esprit. Lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous retrouvons une sérénité surprenante, même dans les situations difficiles. Cela ne signifie pas passivité. Au contraire, en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nous devenons plus efficaces dans nos actions. C'est comme diriger un jet d'eau. Concentré, il a plus de force. En pratique, cela peut paraître contre-intuitif au premier abord. Notre tendance naturelle est de vouloir tout contrôler, mais avec le temps et la pratique, cette approche devient une seconde nature. Lorsque nous appliquons cette question à des décisions difficiles, nous gagnons en clarté. Au lieu de nous perdre dans des scénarios hypothétiques sur des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas influencer, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment et qui est à notre portée. Par exemple, si vous décidez de changer de carrière, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Recherchez des options, développez de nouvelles compétences, réseautez. Ne gaspillez pas votre énergie à vous soucier de facteurs externes, tels que les changements sur le marché du travail, que vous ne pouvez pas prévoir ou contrôler. Cette question nous aide également à mieux gérer le passé. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons et ce que nous faisons à partir de maintenant. Il est crucial de comprendre qu'accepter ce qui échappe à notre contrôle n'est pas une résignation. C'est une acceptation active qui nous permet de répondre plus efficacement à la réalité telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Appliquer cette question de manière cohérente nous rend également plus résilients. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous devenons moins vulnérables aux circonstances extérieures et plus capables de maintenir notre stabilité émotionnelle. Lors de la prise de décision, cette question nous aide à éviter la paralysie de l'analyse.
Au lieu de rester bloqués à essayer de prédire tous les résultats possibles, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire maintenant, avec les informations dont nous disposons. Il est important de se rappeler que ce qui est sous notre contrôle peut changer avec le temps et les circonstances. Il s'agit donc d'un exercice continu visant à réévaluer ce que nous pouvons influencer dans chaque situation. Cette approche nous aide également à être plus compatissants envers les autres et envers nous-mêmes. Nous reconnaissons qu'il existe de nombreux facteurs indépendants de la volonté de chacun, ce qui nous amène à moins juger et à mieux comprendre. En fin de compte, se poser cette question nous amène régulièrement à une vie plus authentique et alignée sur nos valeurs. Nous concentrons notre énergie sur ce qui compte vraiment pour nous, au lieu de nous perdre à essayer de contrôler l'incontrôlable. Intégrer cette question dans notre routine quotidienne peut être transformateur. Cela nous donne un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie avec plus de calme, de clarté et d'efficacité. C'est une étape fondamentale vers une vie plus stoïque et, par conséquent, plus sereine et épanouie. La deuxième question stoïcienne cruciale pour prendre des décisions difficiles est « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Cette question, liée à l'exercice stoïcien connu sous le nom de préméditatio malorum ou préméditation des maux, est un outil puissant pour affronter la peur et l'anxiété. Le principe derrière cette question est simple mais profond. En imaginant le pire des cas, on le démystifie. Nous lui retirons le pouvoir de nous paralyser. De plus, nous nous préparons mentalement à affronter l'adversité. Prenons un exemple courant. Vous envisagez de demander une augmentation au travail. La plupart des gens évitent de le faire par peur du rejet. Mais appliquons la question stoïcienne. Quel est le pire qui puisse arriver ? Votre patron dit non. Vous vous sentez un peu mal à l'aise pendant quelques jours, la vie continue. Remarquez comment, face au pire des cas, il perd une grande partie de son pouvoir. La plupart du temps, nous constatons que nous pouvons gérer le pire résultat bien mieux que nous ne l'imaginions. Cet exercice n'a rien à voir avec le pessimisme. Il s'agit plutôt d'une forme d'optimisme réaliste. Alors que nous nous préparons au pire, tout résultat meilleur que cela devient un bonus. De plus, nous réalisons souvent que même le pire des cas n'est pas aussi terrible que notre imagination le laisse croire. La préméditatio malorum nous aide également à développer la résilience. En visualisant au préalable les obstacles et les difficultés, nous développons des stratégies mentales pour les surmonter. C'est comme un athlète qui s'entraîne dans des conditions défavorables pour se préparer à toute situation pendant la compétition. Appliquons cela à une autre situation. Vous envisagez de démarrer votre propre entreprise. La peur de l'échec peut être paralysante, mais que se passe-t-il si vous vous demandez « Quel est le pire qui puisse arriver ?» L'entreprise fait faillite. Vous perdez de l'argent et vous devrez peut-être reprendre un travail traditionnel pendant un certain temps. C'est désagréable, sans doute, mais ce n'est pas la fin du monde. En affrontant ce scénario, vous pouvez commencer à planifier comment atténuer ces risques. Peut-être décidez-vous de conserver votre emploi actuel tout en démarrant votre entreprise en tant que projet parallèle. Ou peut-être réalisez-vous que vous devez épargner davantage avant de franchir le pas. Cette approche nous aide également à prendre du recul. Souvent, ce que nous considérons comme le pire n'est pas si grave comparé aux autres défis que nous avons surmontés ou auxquels d'autres personnes sont confrontées. Il est important de noter que cet exercice ne consiste pas à se résigner au pire résultat. Il s'agit de s'y préparer, ce qui paradoxalement nous donne plus de confiance pour rechercher le meilleur résultat possible. Un autre avantage de cette méthode est qu'elle nous aide à identifier nos peurs irrationnelles. Souvent, lorsque nous examinons réellement le pire qui puisse arriver, nous réalisons que nos craintes sont exagérées ou infondées. Prenons un autre exemple. Vous envisagez de déménager dans une autre ville pour prendre un nouvel emploi. La peur de l'inconnu peut être accablante. Mais quel est réellement le pire qui puisse arriver? Vous ne vous adaptez pas, vous n'aimez pas votre travail, la maison vous manque. Dans ce cas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Ce n'est pas idéal, mais c'est loin d'être une catastrophe irréversible. Cette question nous aide également à établir des priorités. Lorsque nous sommes confrontés au pire des cas, nous réalisons souvent ce qui compte vraiment pour nous. Cela peut nous éclairer sur nos véritables priorités et valeurs. Un avantage supplémentaire de cette approche est qu'elle nous prépare émotionnellement aux défis. En visualisant et en acceptant d'éventuels résultats négatifs,
nous réduisons le choc émotionnel s'ils se produisent réellement. Il est crucial de comprendre que cet exercice ne consiste pas à devenir pessimiste ou cynique. Il s'agit d'être réaliste et préparé. Les stoïciens croyaient que cette préparation mentale nous rendait plus capables de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentaient, précisément parce que nous n'étions pas paralysés par la peur. En pratique, vous pouvez intégrer cette question dans votre routine quotidienne. Avant de faire face à une situation difficile, prenez un moment pour envisager le pire des cas. Visualisez-le en détail. Comment te sentirais-tu? Comment géreriez-vous cela? Que ferais-tu ensuite? Cet exercice peut également être appliqué aux décisions à long terme. Par exemple, lorsque vous choisissez une carrière, réfléchissez. Quel est le pire qui puisse arriver si vous suivez cette voie? Cela peut vous aider à prendre une décision plus éclairée et à mieux vous préparer aux défis à venir. Il est important de rappeler que l'objectif n'est pas de s'attarder sur le négatif, mais plutôt de passer par ce processus pour atteindre un état de plus grand calme et de préparation. Un autre avantage de cette approche est qu'elle nous aide à élaborer des plans d'urgence. Lorsque nous envisageons les pires scénarios, nous commençons naturellement à réfléchir à la manière dont nous pourrions y faire face, ce qui nous prépare mieux à toute éventualité. Cette technique peut également être utilisée pour lutter contre la procrastination. Nous remettons souvent à plus tard des tâches importantes par peur de l'échec. En affrontant directement le pire résultat possible, on se rend souvent compte que ce n'est pas aussi effrayant qu'on l'imaginait, ce qui nous motive à agir. Enfin, il est important de rappeler que cette question n'est qu'un outil. Il ne faut pas l'utiliser pour alimenter l'anxiété ou l'inquiétude excessive. L'objectif est de passer par ce processus consistant à considérer le pire des cas afin que vous puissiez ensuite concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler pour obtenir le meilleur résultat possible. En intégrant cette question dans votre processus décisionnel, vous deviendrez plus résilient, mieux préparé et, paradoxalement, plus optimiste. Vous saurez que vous pouvez gérer le pire, ce qui vous donnera la confiance nécessaire pour viser le meilleur. La troisième question stoïcienne essentielle pour la prise de décision est « Comment cela correspond-il à mes valeurs ?» Cette question nous amène au cœur du stoïcisme, la poursuite de la vertu et la vie en harmonie avec nos principes les plus fondamentaux. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur vient du fait de vivre selon la vertu. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs les plus profondes, celles qui définissent qui nous sommes et qui nous voulons être. Pour poser cette question efficacement, nous devons d'abord identifier nos valeurs fondamentales. Ceux-ci peuvent inclure des choses comme l'honnêteté, le courage, la justice, la compassion, la sagesse, entre autres. Il s'agit d'un exercice profondément personnel qui nécessite connaissance de soi et réflexion. Prenons un exemple concret. On vous propose un emploi avec un salaire bien plus élevé, mais l'entreprise a des pratiques éthiques douteuses. La question « En quoi cela correspond-il à mes valeurs ?» Cela vous oblige-t-il à réfléchir à ce qui est le plus important pour vous? Le confort financier ou l'intégrité morale? Cette question nous aide à éviter les décisions qui peuvent sembler bonnes à court terme, mais qui vont à l'encontre de qui nous sommes réellement. Cela nous protège des choix que nous pourrions regretter plus tard, non pas à cause des résultats extérieurs, mais parce qu'ils ont trahi notre essence. Il est important de noter que la réponse ne sera pas toujours claire ou facile. Nos valeurs peuvent souvent entrer en conflit les unes avec les autres. Dans ces situations, la question nous aide à prioriser et à mieux comprendre notre hiérarchie de valeurs. Par exemple, vous valorisez à la fois le développement familial et professionnel. Une opportunité de travailler à l'étranger se présente. Dans quelle mesure cela correspond-il à vos valeurs? Vous devrez soigneusement peser quelle valeur prévaut à ce moment de votre vie. Cette approche nous aide également à prendre des décisions plus cohérentes au fil du temps. Lorsque nos choix sont alignés sur nos valeurs, ils ont tendance à former un modèle cohérent plutôt que de paraître aléatoires ou contradictoires. De plus, les décisions basées sur des valeurs ont tendance à nous apporter plus de satisfaction sur le long terme. Même si le résultat n'est pas celui auquel nous nous attendions, nous pouvons avoir l'esprit tranquille en sachant que nous avons agi conformément à nos convictions les plus profondes. Cette question peut également nous aider dans des situations de conflits interpersonnels. En réfléchissant à la manière dont nos actions s'alignent sur nos valeurs, nous pouvons répondre de manière plus constructive et moins réactive aux provocations ou aux défis.
Il est crucial de comprendre que vivre selon nos valeurs ne signifie pas être inflexible ou juger les autres. Les stoïciens ont souligné l'importance de la compassion et de la compréhension. Nos valeurs doivent nous guider et non nous rendre rigides ou critiques. En pratique, vous pouvez créer une liste de vos valeurs les plus importantes et la revoir régulièrement. Avant de prendre une décision importante, consultez cette liste et réfléchissez à la manière dont votre choix s'aligne sur ces principes. Cette approche peut également être appliquée aux décisions quotidiennes. La façon dont vous passez votre temps correspond-elle à vos valeurs? Les personnes avec lesquelles vous choisissez de vous associer reflètent-elles vos principes? Un avantage supplémentaire de cette question est qu'elle nous aide à développer une solide boussole morale interne. Au lieu de nous laisser guider par des pressions extérieures ou des attentes sociales, nous apprenons à faire confiance à notre propre perception du bien et du mal. Il est important de rappeler que nos valeurs peuvent évoluer avec le temps et l'expérience. Il s'agit donc d'un exercice continu d'autoréflexion et d'ajustement. Cette question nous aide également à mieux gérer le regret. Lorsque nous prenons des décisions qui correspondent à nos valeurs, même si le résultat n'est pas idéal, nous pouvons avoir l'esprit tranquille, en sachant que nous avons agi avec intégrité. De plus, prendre des décisions fondées sur la valeur nous aide à bâtir une réputation cohérente et digne de confiance. Les gens savent à quoi s'attendre de nous, car nos actions sont guidées par des principes clairs. Cette approche peut également nous aider à surmonter la peur des opinions des autres. Lorsque nous sommes convaincus que nos décisions sont alignées sur nos valeurs, nous devenons moins vulnérables aux critiques extérieures. En fin de compte, vivre selon nos valeurs nous donne un but et un sens. Nos décisions font partie d'un récit plus vaste sur qui nous sommes et ce que nous représentons dans le monde. Intégrer cette question dans notre processus décisionnel conduit à une vie plus authentique et épanouie. Dans les moments de doute ou de confusion, elle nous offre clarté et orientation. N'oubliez pas, le but n'est pas la perfection, mais un progrès constant vers une vie plus alignée sur nos principes les plus profonds. Chaque décision est une opportunité de réaffirmer qui nous sommes et qui nous voulons être. La quatrième question stoïcienne fondamentale pour prendre des décisions difficiles est « Que ferait la version idéale de moi-même » Cette question nous invite à élever nos standards et à agir selon la meilleure version possible de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient au concept d'amélioration constante. Ils ont compris que chacun de nous a le potentiel d'être une version meilleure, plus sage, plus vertueuse et plus résiliente de nous-mêmes. Cette question nous met au défi d'être à la hauteur de ce potentiel. Lorsque nous sommes confrontés à une décision difficile, imaginer ce que ferait la meilleure version de nous-mêmes nous donne une perspective précieuse. Cela nous aide à surmonter nos limites actuelles et à agir d'une manière qui nous rendra fiers à l'avenir. Par exemple, vous êtes dans une situation conflictuelle au travail. La réaction immédiate peut être de réagir avec colère ou frustration. Mais que ferait la version idéale de vous? Vous aborderiez probablement la situation avec calme, chercheriez à comprendre le point de vue de l'autre personne et travailleriez à une solution constructive. Cette question nous met au défi d'être meilleurs que nos impulsions immédiates. Elle nous rappelle que nous avons la capacité de choisir nos réponses, même dans des situations difficiles. Il est important de noter que la version idéale ne signifie pas une perfection inaccessible. Il s'agit d'aspirer au meilleur possible, en reconnaissant que ce meilleur peut évoluer avec le temps et l'expérience. Cette approche nous aide également à développer une vision claire de qui nous voulons être. En nous demandant constamment ce qui ferait de nous la meilleure version de nous-mêmes, nous commençons à définir et à affiner notre identité idéale. En pratique, vous pouvez créer un personnage mental de votre version idéale. Quelles qualités possède cette version? Comment agit-elle sous pression? Comment traite-t-elle les autres? Utilisez cette image comme guide lorsque vous prenez des décisions. Cette question peut également être utilisée pour surmonter la peur et l'hésitation. Bien souvent, nous savons ce que nous devons faire, mais nous hésitons par peur ou par insécurité. Se demander ce que ferait notre moi idéal nous donne le courage d'agir. Par exemple, vous avez la possibilité de prendre la parole en public, ce qui vous fait peur. Votre moi idéal relèverait probablement le défi, le considérant comme une opportunité de croissance. Cela peut vous motiver à sortir de votre zone de confort.
Cette approche nous aide également à maintenir une perspective à long terme. Notre version idéale va souvent au-delà des gains immédiats, en considérant l'impact de nos actions au fil du temps. Il est crucial de comprendre que cette question ne concerne pas l'autopunition ou l'établissement de normes irréalistes. C'est une question d'inspiration et de croissance. L'idée est d'utiliser notre version idéale comme guide et non comme fouet. Cette question peut également s'appliquer à des décisions de vie plus larges. Lorsque vous envisagez un changement de carrière, par exemple, demandez-vous « Que ferait mon moi idéal avec cette opportunité ?» Un avantage supplémentaire de cette approche est qu'elle nous aide à développer la confiance en soi. Plus nous agissons conformément à notre version idéale, plus nous devenons confiants dans notre capacité à relever les défis. Il est important de se rappeler que notre version idéale n'est pas statique. À mesure que nous grandissons et apprenons, notre conception de ce qui est idéal peut changer. C'est normal et sain. Cette question nous aide également à mieux gérer le regret. Lorsque nous prenons des décisions basées sur ce que ferait la meilleure version de nous-mêmes, même si le résultat n'est pas parfait, nous pouvons avoir l'esprit tranquille en sachant que nous avons agi avec intégrité. De plus, agir comme notre moi idéal nous aide à inspirer les autres. Lorsque nous nous efforçons d'être la meilleure version de nous-mêmes, nous influençons inévitablement positivement ceux qui nous entourent. Dans la pratique quotidienne, vous vous demandez peut-être régulièrement « Que ferait la meilleure version de moi-même dans cette situation ?» Cela peut s'appliquer à de petites décisions, comme la façon d'utiliser votre temps libre, ou à des décisions importantes, comme les choix de carrière. Cette approche nous aide également à surmonter la procrastination. Notre moi idéal agit souvent rapidement, plutôt que de remettre à plus tard des tâches importantes. Enfin, rappelez-vous que l'objectif n'est pas la perfection, mais un progrès constant. Chaque fois que vous agissez conformément à votre version idéale, vous faites un pas en avant pour devenir cette personne. Intégrer cette question dans votre processus décisionnel peut conduire à une vie plus alignée sur vos valeurs et aspirations les plus élevées. Cela nous met au défi de grandir continuellement et de vivre d'une manière qui nous rend fiers. La cinquième question stoïcienne cruciale pour la prise de décision est la suivante. Comment cela affectera-t-il les autres ? Cette question nous rappelle l'interdépendance fondamentale entre tous les êtres humains, un principe central du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous faisons partie d'un tout plus vaste, d'une communauté mondiale. Ils ont souligné que nos actions ne se produisent pas en vase clos, mais qu'elles ont des répercussions qui s'étendent au-delà de nous-mêmes. Cette question nous oblige à considérer l'impact plus large de nos décisions. En posant cette question, nous élargissons notre perspective au-delà de nos intérêts immédiats. Cela ne signifie pas que nous devons toujours sacrifier nos objectifs pour les autres, mais plutôt que nous devons équilibrer nos besoins avec ceux de la communauté dans son ensemble. Par exemple, vous envisagez d'accepter un emploi très bien rémunéré, mais qui implique des pratiques pouvant nuire à l'environnement. Comment cela affectera-t-il les autres? Cette question nous oblige à réfléchir aux communautés qui pourraient être impactées, aux générations futures et à la planète dans son ensemble. Cette approche nous aide à prendre des décisions plus éthiques et socialement responsables. Cela nous rappelle que nous avons un rôle à jouer dans la société et que nos choix peuvent faire une différence, pour le meilleur ou pour le pire. Il est important de noter que considérer l'impact sur les autres ne signifie pas toujours faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre prendre soin de soi et prendre soin de sa communauté. Cette question peut également nous aider à résoudre les conflits plus efficacement. En considérant la manière dont nos actions affectent les autres, nous pouvons trouver des solutions qui profitent à toutes les parties concernées, plutôt que de simplement rechercher un gain personnel. En pratique, vous pouvez faire un exercice mental « onde d'impact ». Imaginez vos actions comme une pierre jetée dans un lac. Comment se propagent les vagues? Qui est directement concerné? Qui est indirectement concerné? Cette approche nous aide également à développer une plus grande empathie et compassion. En considérant régulièrement l'impact de nos actions sur les autres, nous devenons plus à l'écoute des besoins et des expériences de ceux qui nous entourent. Par exemple, vous envisagez d'annuler des projets à la dernière minute avec un ami. Comment cela va-t-il vous affecter? En y réfléchissant, vous pourriez reconsidérer votre décision ou au moins la communiquer de manière plus réfléchie. Il est crucial de comprendre que cette question n'est pas de devenir un martyr ou de toujours donner la priorité aux autres.
Il s'agit de reconnaître notre interdépendance et d'agir d'une manière qui profite à l'ensemble. Cette question peut également nous aider à prendre des décisions plus durables à long terme. En considérant l'impact plus large de nos actions, nous sommes plus susceptibles de faire des choix qui profitent non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux générations futures. Dans la vie professionnelle, cette question peut guider des décisions éthiques importantes. Comment vos décisions commerciales affectent-elles vos employés, vos clients, vos fournisseurs et la communauté au sens large? Un avantage supplémentaire de cette approche est qu'elle peut nous donner un plus grand sens du but. Lorsque nous considérons nos actions comme faisant partie d'un ensemble plus vaste, nous nous sentons plus connectés et plus significatifs. Il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas toujours prédire tous les effets de nos actions. L'objectif est de faire de notre mieux avec les informations dont nous disposons, en tenant toujours compte du bien commun. Cette question peut également nous aider à bâtir des relations plus solides et des communautés plus saines. Lorsque les gens voient que vous considérez l'impact de vos actions sur eux, ils ont tendance à vous faire davantage confiance et à vous rendre l'appareil. Dans la pratique quotidienne, vous pouvez régulièrement vous demander « Comment mes paroles et mes actions affectent-elles ceux qui m'entourent ?» Cela peut conduire à des interactions plus positives et constructives. De plus, considérer l'impact sur les autres peut nous aider à prendre des décisions plus conformes à nos valeurs. Souvent, ce qui est le mieux pour le collectif est également aligné sur nos principes les plus profonds. Enfin, rappelez-vous que cette question ne consiste pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Il s'agit de reconnaître notre rôle dans la toile de la vie et d'agir conformément à cette compréhension. Intégrer cette question dans votre processus décisionnel peut conduire à une vie plus éthique, plus compatissante et plus significative. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions comptent au-delà de nous-mêmes. La sixième et dernière question stoïcienne essentielle pour prendre des décisions difficiles est la suivante. Est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Cette question nous invite à élargir notre perspective temporelle, nous aidant à distinguer les préoccupations passagères des enjeux véritablement importants. Les stoïciens soulignaient l'importance de comprendre la nature transitoire des choses. Ils nous ont appris à voir nos vies et nos décisions dans le contexte plus large du temps. Cette question nous aide à faire exactement cela. En considérant l'impact à long terme de nos décisions, nous obtenons une clarté précieuse. Nous constatons souvent que des choses qui nous semblent cruciales sur le moment perdent de leur importance lorsqu'on les considère à travers le prisme du temps. Par exemple, vous êtes stressé par un conflit au travail. Cela semble énorme maintenant, mais cela aura-t-il une importance dans 5 ans? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer le problème, mais cela permet de le mettre en perspective. Cette approche nous aide à éviter de réagir de manière excessive aux problèmes à court terme. Cela nous encourage à réagir plus calmement et plus sagement, plutôt que de réagir de manière impulsive à chaque défi auquel nous sommes confrontés. Il est important de noter que cette question ne consiste pas à ignorer le présent. Il s'agit de comprendre le poids réel de nos préoccupations et de nos décisions dans le grand schéma des choses. Cette question peut également nous motiver à prendre des décisions plus courageuses et visionnaires. Lorsque nous réfléchissons au long terme, nous pouvons nous sentir plus enclins à prendre des risques calculés qui pourraient s'avérer très payants à l'avenir. En pratique, vous pouvez faire un exercice de visualisation. Imaginez-vous dans 5 ou 10 ans en regardant en arrière à ce moment précis. Comment considérerez-vous cette décision ou préoccupation actuelle? Cette approche nous aide également à mieux prioriser notre temps et notre énergie. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment à long terme, nous pouvons investir nos ressources de manière plus judicieuse. Par exemple, vous envisagez de démarrer un nouveau passe-temps ou d'acquérir une nouvelle compétence. Est-ce que cela aura une importance dans 10 ans? Si la réponse est oui, cela peut vous donner la motivation dont vous avez besoin pour vous lancer, même si cela s'avère difficile au début. Il est crucial de comprendre que certaines choses comptent vraiment à long terme. Relations, santé, croissance personnelle, ce sont des domaines dans lesquels nos décisions d'aujourd'hui peuvent avoir un impact durable. Cette question peut également nous aider à mieux gérer l'échec et la déception. Souvent, ce qui semble être un revers majeur aujourd'hui ne sera qu'une note de bas de page dans l'histoire de notre vie dans quelques années.
Dans la vie professionnelle, cette question peut orienter des décisions stratégiques importantes. En considérant l'impact à long terme, nous sommes plus susceptibles de faire des choix qui profiteront à notre carrière ou à notre entreprise à l'avenir. Un autre avantage de cette approche est qu'elle peut réduire considérablement le stress et l'anxiété. Bon nombre de nos préoccupations quotidiennes perdent de leur importance lorsqu'elles sont envisagées dans une optique à long terme. Il est important de se rappeler que même s'il est utile de penser à l'avenir, nous ne devrions pas en devenir obsédés. L'objectif est d'utiliser cette perspective pour éclairer nos décisions dans le présent et non pour nous paralyser avec des inquiétudes concernant l'avenir. Cette question peut également nous aider à renforcer notre résilience. En considérant nos défis actuels comme faisant partie d'un voyage plus long, nous devenons plus capables de persévérer dans les moments difficiles. Dans la pratique quotidienne, vous vous demandez peut-être régulièrement « Dans 5 ans, qu'aurais-je aimé faire aujourd'hui ?» Cela peut vous aider à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. De plus, considérer l'impact à long terme peut nous aider à prendre des décisions plus conformes à nos valeurs et à nos objectifs de vie. Cela nous rappelle de rester concentrés sur la situation dans son ensemble. Enfin, rappelez-vous que cette question ne consiste pas à prédire avec précision l'avenir. Il s'agit d'utiliser la perspective du temps pour prendre des décisions plus sages et plus équilibrées dans le présent. Intégrer cette question dans votre processus décisionnel peut conduire à une vie plus ciblée, moins stressante et plus alignée sur vos objectifs à long terme. Elle nous rappelle que même si le présent est important, nos décisions ont des impacts qui s'étendent bien au-delà du moment présent. Nous avons atteint la fin de notre voyage, à travers les 6 questions stoïciennes qui peuvent transformer la façon dont vous prenez des décisions difficiles. Récapitulons rapidement. Tout d'abord, nous demandons « Est-ce sous mon contrôle ?» nous rappelant de concentrer notre énergie là où nous pouvons vraiment faire la différence. Nous affrontons alors nos peurs en nous demandant « Quel est le pire qui puisse arriver ?» démystifiant nos angoisses. La troisième question « Comment cela correspond-il à mes valeurs ?» nous guide vers des décisions qui honorent qui nous sommes vraiment. Ensuite, nous nous mettons au défi en nous demandant « Que ferait la version idéale de moi-même ?» élevant ainsi nos standards d'action. La cinquième question « Comment cela affectera-t-il les autres ?» nous rappelle notre lien avec la communauté dans son ensemble. Et enfin, on prend du recul avec « Est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an, 5 ans, 10 ans ?» Ces questions ne sont pas seulement des outils philosophiques, ce sont des clés pratiques pour une vie plus sage, plus calme et plus épanouie. En les intégrant dans votre vie quotidienne, vous découvrirez une nouvelle clarté mentale, une confiance plus profonde dans vos choix et une capacité améliorée à relever les défis de la vie. N'oubliez pas que la pratique rend parfait. Plus vous utiliserez ces questions, plus le processus sera naturel et puissant. Commencez par les appliquer aux petites décisions et utilisez-les progressivement pour les grands dilemmes de la vie. Maintenant, j'ai un défi à vous proposer. Choisissez une décision à laquelle vous êtes actuellement confronté, quelle que soit sa taille, et appliquez-y ces 6 questions. Les résultats pourraient vous surprendre. Maintenant, réponds-moi à une chose. T'es-tu déjà senti paralysé par la peur? Cette sensation qui fige vos muscles, accélère votre cœur et fait tourner votre esprit sans arrêt. Je sais exactement ce que c'est. Pendant des années, j'ai vécu en otage de mes propres peurs, ratant des opportunités et laissant passer la vie. Imaginez pouvoir faire face à cette présentation importante au travail sans trembler, ou enfin prendre cette décision difficile que vous avez reportée, ou même affronter vos peurs les plus profondes et passer à autre chose. Il ne s'agit pas d'un autre de ces conseils rapides que vous avez déjà entendus. Il s'agit d'un procédé éprouvé, basé sur la philosophie ancienne et confirmé par la science moderne. Une méthode qui a transformé ma propre vie et celle de milliers d'autres personnes. Au cours des prochaines minutes, je vous guiderai étape par étape à travers cette technique révolutionnaire. Vous apprendrez à l'appliquer dans des situations réelles de tous les jours, immédiatement après cette vidéo. Préparez-vous à débloquer un nouveau niveau de confiance et de courage que vous n'auriez jamais cru possible. Votre voyage vers une vie sans peur commence maintenant. La peur est une émotion fondamentale que nous ressentons tous. Cela fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais nous ne comprenons souvent pas vraiment de quoi il s'agit ni comment y faire face efficacement. Les stoïciens, ces anciens philosophes grecs et romains,
avaient une perspective unique et puissante sur la peur qui pourrait révolutionner la façon dont nous la percevons dans nos vies modernes. Pour les stoïciens, la peur n'était pas simplement quelque chose qu'il fallait éviter ou supprimer. Ils y voyaient un signe, une opportunité de croissance et un terrain d'entraînement à la vertu. Cette approche peut sembler contre-intuitive au début, mais lorsque nous approfondissons, nous découvrons une profonde sagesse qui peut transformer notre relation avec la peur. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a enseigné que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. Cette idée est révolutionnaire lorsqu'elle est appliquée à la peur. Cela signifie que ce n'est pas la situation redoutée elle-même qui nous paralyse, mais ce que nous en pensons. Cette distinction est cruciale car elle nous donne du pouvoir. Si nos pensées sont la source de la peur, alors nous pouvons les changer. Mais comment faire cela en pratique? Les stoïciens ont développé plusieurs techniques, et l'une des plus puissantes est celle que nous explorons aujourd'hui. La visualisation négative. Cette technique nous permet de regarder directement nos peurs, de les examiner de près, et ce faisant, de diminuer leur pouvoir sur nous. Considérez la peur comme une ombre. Quand nous lui tournons le dos, cela semble énorme et menaçant. Mais lorsqu'on se retourne et qu'on le regarde directement, on découvre souvent qu'il est bien plus petit que ce que l'on imaginait. La visualisation négative nous permet de faire exactement cela avec nos peurs. Donnons un exemple concret. Disons que vous avez peur de parler en public. L'approche stoïcienne ne consisterait pas à essayer d'ignorer cette peur ou à se convaincre qu'elle n'existe pas. Au lieu de cela, vous vous asseyez et imaginiez, avec beaucoup de détails, tous les scénarios négatifs possibles. Vous pourriez vous imaginer trébucher sur scène, oublier vos répliques, bégayer ou même vous faire huer par le public. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Mais voici l'astuce. En faisant cela, vous prenez le pouvoir de l'inconnu. Vous faites face à vos peurs dans un environnement sûr et contrôlé. Et que se passe-t-il souvent lorsque nous faisons cela? Nous avons découvert que même dans les pires scénarios, les conséquences ne sont pas aussi désastreuses que nous l'imaginions. Oui, ce serait inconfortable d'oublier vos répliques ou de bégayer, mais vous survivriez. La vie continuerait. Et cette prise de conscience est incroyablement libératrice. Mais l'approche stoïcienne va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de réduire la peur, mais de l'utiliser comme un outil de croissance personnelle. Marc Aurèle, le philosophe empereur, écrivait dans ses méditations « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Il nous apprenait à considérer nos peurs non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour devenir plus forts, plus résilients et plus sages. Lorsque nous affrontons nos peurs par le biais d'une visualisation négative, nous nous entraînons essentiellement à l'adversité. Nous renforçons notre esprit, tout comme un athlète renforce ses muscles. Et tout comme un athlète bien entraîné aborde avec confiance une compétition difficile, nous pouvons aborder les situations difficiles de la vie avec un nouveau sentiment de calme et de préparation. Il est important de noter que le but ici n'est pas d'éliminer complètement la peur. Les stoïciens reconnaissaient que certaines émotions, notamment un niveau sain de peur, sont naturelles et même utiles. La peur peut nous alerter d'un danger réel et nous motiver à agir. Le but est plutôt de développer une relation plus saine avec la peur, où elle ne nous contrôle pas, mais nous informe et nous motive. Cette approche stoïque de la peur nous aide également à développer une autre vertu cruciale, le courage. Pour les stoïciens, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. En pratiquant régulièrement la visualisation négative, on développe la capacité à affronter les situations difficiles avec calme et détermination. Pensez à la façon dont cette approche pourrait transformer votre vie. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer à cause de la peur? Combien d'expériences enrichissantes avez-vous évitées? La technique stoïcienne nous offre un moyen de briser ces barrières auto-imposées et de vivre une vie plus pleine et plus authentique. Mais ne vous y trompez pas, cette pratique demande du dévouement et de la cohérence. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois, et comme par magie, toutes nos peurs disparaissent. Il s'agit d'un processus continu d'autoréflexion et de croissance. Les stoïciens pratiquaient ces techniques quotidiennement, les intégrant à leur routine comme élément fondamental de leur développement personnel. Une façon pratique de commencer
est de consacrer quelques minutes chaque jour à cette pratique. Choisissez une peur ou une inquiétude que vous avez et prenez le temps de la visualiser en détail. Ne fuyez pas les émotions inconfortables qui surviennent, observez-les plutôt avec curiosité. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être un changement subtil dans votre relation avec vos peurs. Il est fascinant de constater à quel point cette ancienne sagesse stoïcienne résonne avec les découvertes modernes en psychologie et en neurosciences. Des techniques similaires à la visualisation négative sont utilisées dans les thérapies cognitivo-comportementales modernes pour traiter les phobies et les troubles anxieux. Cela montre l'intemporalité et l'efficacité de cette approche. De plus, la pratique régulière de cette technique peut avoir des avantages qui vont au-delà de la simple gestion de la peur. De nombreuses personnes déclarent éprouver un plus grand sentiment de gratitude pour la vie telle qu'elle est, car elles envisagent régulièrement les pires scénarios. Cela correspond parfaitement à un autre principe stoïcien fondamental, la gratitude et l'appréciation pour le présent. Au fur et à mesure que vous devenez plus compétent dans cette pratique, vous pouvez commencer à l'appliquer à des domaines de plus en plus difficiles de votre vie. Peut-être que vous commencez avec des peurs plus petites, comme prendre la parole lors d'une réunion de travail, et que vous progressez progressivement vers des peurs plus grandes, comme changer de carrière ou commencer une nouvelle relation. La puissance de cette technique réside dans sa simplicité et son applicabilité universelle. Quelle que soit votre peur spécifique, l'approche stoïcienne offre un cadre pour y faire face de front. C'est un outil que vous aurez toujours à votre disposition, peu importe où vous vous trouvez et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté. En adoptant cette perspective stoïque sur la peur, vous vous alignez sur une tradition philosophique qui a donné naissance à certains des penseurs les plus résilients et les plus influents de l'histoire. Vous suivez les traces de personnages comme Sénèque, qui a affronté l'exil et la menace de mort avec sérénité, ou Marc Aurèle, qui a dirigé un empire en temps de guerre et de peste. N'oubliez pas que l'objectif final n'est pas de devenir insensible ou indifférent aux défis de la vie. Les stoïciens ne recherchaient pas l'apathie, mais une manière de vivre pleinement, en acceptant les joies et les difficultés avec sérénité. En pratiquant la visualisation négative, vous vous préparez à affronter la vie dans toute sa complexité, avec courage et sagesse. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils, mais profonds. Des situations qui semblaient autrefois accablantes commencent à paraître gérables. Les décisions difficiles deviennent plus claires. Et, plus important encore, vous commencez à vous voir d'une nouvelle manière, comme quelqu'un capable de relever tous les défis que la vie vous lance. Ce voyage visant à transformer la peur en courage est en cours. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de pratiquer et de grandir. Avec de la patience, de la persévérance et la sagesse des stoïciens comme guide, vous pouvez cultiver une force intérieure qui résistera à n'importe quelle tempête. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par la peur, rappelez-vous, vous disposez d'un outil puissant. Utilisez-le à bon escient, utilisez-le souvent et observez comment il peut transformer non seulement votre relation avec la peur, mais toute votre approche de la vie. La visualisation négative, connue en latin sous le nom de premeditatio malorum, est l'une des techniques les plus puissantes de l'arsenal stoïcien. Cette pratique apparemment contradictoire consiste à imaginer délibérément les pires scénarios possibles. Loin d'être un exercice de pessimisme, c'est en réalité un outil pour cultiver la résilience et la paix mentale. Plongeons en profondeur dans cette technique. Le principe de base est simple. En visualisant régulièrement les pires issues possibles, on se prépare mentalement à y faire face. Cela réduit non seulement l'anxiété concernant d'éventuelles conséquences négatives, mais augmente également votre appréciation du présent. Prenons un exemple concret, la peur de parler en public. Beaucoup de gens considèrent que c'est plus effrayant que la mort. En utilisant la visualisation négative, vous vous placeriez mentalement sur scène et imagineriez tout ce qui pourrait mal tourner. Vous pourriez bégayer, oublier vos répliques, ou le public pourrait réagir négativement. En faisant cela, vous affrontez vos peurs dans un environnement contrôlé. Vous prenez le pouvoir de l'inconnu et vous vous préparez mentalement à toutes les possibilités. Mais voici le point crucial. Lorsque vous visualisez ces scénarios, vous réalisez souvent que même le pire résultat n'est pas aussi catastrophique que votre peur irrationnelle le laisse croire. De plus, cette pratique a un effet secondaire positif.
Elle augmente votre gratitude pour le cadeau. En réfléchissant régulièrement à ce qui pourrait mal tourner, vous devenez naturellement plus reconnaissant de ce qui va bien dans votre vie. La visualisation négative ne se limite pas aux situations très stressantes. Les stoïciens l'appliquaient à tous les aspects de la vie. Sénèque, par exemple, conseillait de pratiquer régulièrement la pauvreté, de vivre quelques jours comme si on avait tout perdu. Cela l'a non seulement préparé à d'éventuels revers financiers, mais lui a également permis d'apprécier davantage ses biens actuels. Il est important de noter que cette technique n'a pas pour but d'éliminer complètement la peur ou l'anxiété. Les stoïciens reconnaissaient que certaines émotions sont naturelles et même utiles. L'objectif est d'acquérir une perspective plus équilibrée et réaliste sur nos préoccupations. En pratique, vous pouvez commencer par intégrer la visualisation négative dans votre routine quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce qui pourrait mal se passer dans divers domaines de votre vie. Cela peut inclure votre travail, vos relations, votre santé ou vos finances. La clé est d'être précis et détaillé dans vos visualisations. Par exemple, si vous vous inquiétez pour votre carrière, vous pourriez imaginer perdre votre emploi, ne pas être en mesure de payer vos factures ou devoir déménager dans une maison plus petite. Visualisez ces scénarios avec des détails saisissants. Comment te sentirais-tu? Que ferait-il? Quelles seraient vos options? En faisant cela régulièrement, vous remarquerez probablement plusieurs changements. Premièrement, vos peurs peuvent perdre une partie de leur pouvoir sur vous. En les affrontant encore et encore dans votre esprit, ils deviennent moins effrayants. Deuxièmement, vous vous sentirez peut-être mieux préparé à faire face à une véritable adversité lorsqu'elle surviendra. Troisièmement, vous pouvez développer une plus grande appréciation de votre vie actuelle. Les neurosciences modernes offrent des informations intéressantes sur les raisons pour lesquelles cette technique est efficace. Lorsque nous visualisons des scénarios négatifs, nous activons le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification et du contrôle émotionnel. Cela nous aide à développer des stratégies d'adaptation et réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur du cerveau. Il est crucial d'aborder cette pratique avec équilibre. L'objectif n'est pas d'être obsédé par les résultats négatifs, mais plutôt d'acquérir une perspective plus réaliste et préparée. Utilisez la technique comme un outil de croissance personnelle et non comme une source d'anxiété supplémentaire. Au fur et à mesure que vous devenez plus compétent en visualisation négative, vous pouvez l'appliquer à des peurs et des inquiétudes de plus en plus grandes. Vous constaterez peut-être que des situations qui semblaient autrefois accablantes semblent désormais gérables. Ce n'est pas parce que les défis ont changé, mais parce que vous avez modifié votre relation avec eux. Cette technique peut aussi être particulièrement utile dans les moments de prise de décision. En visualisant les conséquences négatives possibles de différents choix, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et être mieux préparé aux conséquences. N'oubliez pas que la visualisation négative ne consiste pas à être pessimiste ou à s'attendre au pire. Il s'agit de se préparer à toute éventualité et d'apprécier davantage le présent. C'est un outil puissant pour transformer la peur en courage, l'anxiété en sérénité et la complaisance en gratitude. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous suivez les traces de certains des plus grands penseurs de l'histoire. Vous cultivez une force intérieure capable de résister à n'importe quelle tempête, et surtout, vous vous équipez pour vivre une vie plus pleine, plus courageuse et plus authentique. Le voyage visant à transformer la peur en courage grâce à la visualisation négative est en cours. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de pratiquer et de grandir. Avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez développer une résilience mentale qui vous sera utile dans tous les aspects de la vie. Plongeons dans la pratique guidée de la visualisation négative. Cette expérience pratique vous aidera à mieux comprendre comment appliquer cette technique stoïcienne dans votre vie quotidienne. Respirez profondément et préparez-vous à affronter vos peurs de front. Commencez par fermer les yeux et mettez-vous dans une position confortable. Permettez-vous de vous détendre, en sentant le poids de votre corps contre la chaise ou le sol. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous fait peur. Il peut s'agir d'une situation future, d'un défi professionnel ou d'une peur personnelle que vous portez depuis longtemps. En gardant cette peur à l'esprit, commençons à visualiser le pire des cas. Ne vous retenez pas.
Laissez votre esprit explorer toutes les possibilités négatives. Si vous avez peur de parler en public, par exemple, imaginez-vous sur scène, le public vous regardant. Visualisez-vous en train d'oublier vos répliques, de bégayer ou même d'être hué. Remarquez comment votre corps réagit à ces images. Vous pouvez sentir votre cœur s'emballer, vos mains transpirer, ou une sensation de serrement dans votre poitrine. Ne combattez pas ces sensations. Observez-les plutôt avec curiosité. Remarquez comment ils surviennent et comment ils changent. Maintenant, allez plus loin. Que se passerait-il après ce moment d'échec? Comment réagiraient les gens autour de vous? Comment géreriez-vous les conséquences? Visualisez-vous face aux répercussions, aussi inconfortables qu'elles puissent paraître. Pendant que vous explorez ce scénario, faites attention à vos émotions. Vous pourriez ressentir de la peur, de la honte ou de la colère. Permettez-vous de ressentir pleinement ces émotions. N'oubliez pas que le but n'est pas de les supprimer, mais de mieux les observer et les comprendre. Maintenant, prenez du recul mental. Observez la scène comme si vous étiez un spectateur. Notez que même dans le pire des cas, le monde continue de tourner. La vie continue. Vous survivez. Respirez à nouveau profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. N'oubliez pas que vous êtes en sécurité, ici et maintenant. Le scénario que vous envisagez n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres, pas une certitude. Commencez lentement à ramener votre attention sur le moment présent. Ressentez le poids de votre corps, écoutez les sons qui vous entourent. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Comment tu te sens maintenant? De nombreuses personnes rapportent un sentiment de soulagement après cet exercice. La peur peut sembler moins envahissante lorsque nous y faisons face directement dans notre esprit. Certains peuvent même ressentir une nouvelle perspective sur leur peur, réalisant que même le pire des cas est quelque chose qu'ils peuvent affronter et surmonter. Cette pratique n'a pas pour but d'éliminer complètement la peur. Au lieu de cela, cela nous aide à développer une relation plus saine avec nos soucis. En visualisant régulièrement les pires scénarios, nous pouvons nous préparer mentalement à relever de vrais défis avec plus de calme et de confiance. Il est important de rappeler que cette technique nécessite une pratique régulière pour être la plus efficace. Essayez de l'intégrer à votre routine quotidienne, ne serait-ce que pour quelques minutes. Vous pouvez le faire au réveil, avant de vous coucher ou à chaque fois que vous vous sentez anxieux ou inquiet. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des changements subtils, mais significatifs dans la façon dont vous gérez la peur et l'anxiété. Des situations qui semblaient autrefois insupportables peuvent commencer à paraître gérables. Vous vous sentirez peut-être mieux préparé à faire face à des défis inattendus. De plus, cette pratique peut augmenter votre appréciation pour le cadeau. En envisageant régulièrement des scénarios négatifs, vous pouvez développer une plus grande gratitude pour tout ce qui se passe bien dans votre vie actuelle. N'oubliez pas que la visualisation négative ne consiste pas à être pessimiste ou à s'attendre au pire. C'est un outil pour nous préparer mentalement, augmenter notre résilience et nous aider à vivre une vie plus pleine et plus courageuse. En continuant à pratiquer, vous pourrez appliquer cette technique à différents domaines de votre vie. Utilisez-le avant des présentations importantes, des entretiens d'embauche ou toute situation qui provoque de l'anxiété. Au fil du temps, vous découvrirez peut-être que vous disposez d'une nouvelle source de force intérieure pour relever tous les défis que la vie vous lance. Cette pratique guidée n'est que le début. Continuez à explorer, à affiner votre technique et à découvrir comment la visualisation négative peut fonctionner le mieux pour vous. N'oubliez pas que vous suivez les traces de certains des plus grands penseurs de l'histoire, en cultivant une force mentale capable de résister à n'importe quelle tempête. La technique de visualisation négative des stoïciens n'est pas seulement un exercice philosophique, elle a des racines profondes dans le fonctionnement de notre cerveau. Les neurosciences modernes confirment l'efficacité de cette pratique ancienne, offrant un aperçu fascinant de la raison pour laquelle elle est si puissante pour transformer la peur en courage. Lorsque nous pratiquons la visualisation négative, nous activons plusieurs zones importantes du cerveau. Le cortex préfrontal, responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle émotionnel, entre en action. Cette région du cerveau nous aide à traiter des scénarios complexes et à développer des stratégies d'adaptation. Lorsque nous visualisons en détail des situations redoutées, nous effectuons essentiellement une simulation mentale.
Cela active les mêmes circuits neuronaux qui seraient activés si nous étions réellement confrontés à la situation. Cette pratique mentale renforce les connexions neuronales associées à la résolution de problèmes et à la régulation émotionnelle. Un aspect crucial de ce processus est la réduction de l'activité de l'amygdale, le centre de la peur du cerveau. À mesure que nous nous exposons à plusieurs reprises à des scénarios redoutés dans notre esprit, l'amygdale apprend à ne pas réagir aussi fortement. Ce processus s'apparente à la désensibilisation, une technique utilisée dans les thérapies pour traiter les phobies. De plus, la visualisation négative stimule la production de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine. La dopamine est associée à la motivation et à la récompense, tandis que la sérotonine régule l'humeur et l'anxiété. Lorsque nous affrontons mentalement nos peurs, notre cerveau nous récompense avec un sentiment d'accomplissement, même si la situation est imaginaire. L'hippocampe, crucial pour la formation des souvenirs, joue également un rôle important. Lorsque nous visualisons des scénarios négatifs et des stratégies d'adaptation, nous créons des souvenirs simulés auxquels le cerveau peut accéder plus tard. Cela nous prépare mieux aux situations réelles, car nous avons déjà une carte mentale sur la façon de les gérer. Des études de neuroimagerie montrent que la pratique régulière de la visualisation peut entraîner des changements structurels dans le cerveau. Il y a une augmentation de la densité de matière grise dans les domaines associés à la régulation émotionnelle et au contrôle cognitif. Cela suggère qu'au fil du temps, la visualisation négative peut en fait entraîner notre cerveau à être plus résilient. La plasticité neuronale, la capacité du cerveau à se réorganiser, est fondamentale dans ce processus. Chaque fois que nous pratiquons la visualisation négative, nous renforçons certaines voies neuronales et en affaiblissons d'autres. Au fil du temps, notre réponse par défaut à la peur peut passer de la panique ou de la fuite à une approche plus calme et plus rationnelle. Un autre aspect intéressant est la manière dont cette pratique affecte notre système nerveux autonome. En nous exposant mentalement à des situations stressantes, nous apprenons à réguler notre réaction de combat ou fuite. Cela peut entraîner une diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle dans des situations de stress réel. La technique s'aligne également sur le concept d'erreur de prédiction en neurosciences. Notre cerveau fait constamment des prédictions sur le monde et ajuste ces prédictions en fonction de la réalité. En visualisant à plusieurs reprises les pires scénarios et en réalisant que nous y avons survécu, ne serait-ce que dans notre esprit, nous ajustons nos prédictions sur les situations redoutées, réduisant ainsi l'anxiété qui y est associée. Il est important de noter que l'efficacité de la visualisation négative augmente avec une pratique régulière. Tout comme un muscle qui se renforce avec l'exercice, notre muscle mental de résilience se renforce avec l'utilisation constante de cette technique. Les neurosciences soulignent également l'importance de combiner visualisation et respiration contrôlée. Les techniques de respiration activent le système nerveux parasympathique, chargé de calmer le corps. Cela crée un état idéal pour le traitement émotionnel et cognitif pendant la visualisation. Des études récentes en épigénétique suggèrent que des pratiques mentales telles que la visualisation négative peuvent même influencer l'expression des gènes. Cela signifie qu'au fil du temps, cette pratique peut entraîner des changements plus profonds dans la façon dont notre corps et notre esprit réagissent au stress. Les neurosciences valident également l'approche par étapes des stoïciens. Commencer par des peurs plus petites et progresser vers des peurs plus grandes permet au cerveau de s'adapter progressivement, renforçant ainsi sa résilience de manière durable. Enfin, il est fascinant de constater à quel point la visualisation négative s'aligne sur les thérapies modernes, fondées sur des preuves telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Les deux approches visent à restructurer les schémas de pensée et à modifier notre relation avec la peur et l'anxiété. En bref, les neurosciences valident non seulement la sagesse des anciens stoïciens, mais nous permettent également de mieux comprendre pourquoi et comment fonctionne la visualisation négative. Cette technique n'est pas seulement un exercice mental. Cela remodèle littéralement notre cerveau, nous transformant en individus plus résilients et plus courageux. La visualisation négative est un outil polyvalent qui peut être appliqué à un large éventail de situations de la vie quotidienne. Explorons comment vous pouvez utiliser cette technique stoïcienne pour faire face aux défis courants
et transformer la peur en courage dans divers domaines de votre vie. Commençons par la peur de l'échec dans des projets importants. Disons que vous êtes sur le point de lancer une nouvelle entreprise. Utilisez la visualisation négative pour imaginer les pires scénarios. Visualisez l'entreprise en faillite, perdant de l'argent ou faisant face à de sévères critiques. En faisant cela, non seulement vous vous préparez mentalement à ces possibilités, mais vous découvrez également que vous pouvez y survivre. Cela conduit souvent à une planification plus méticuleuse et à la capacité d'agir avec plus de confiance, sachant que vous avez envisagé et que vous êtes préparé aux pires résultats. L'anxiété sociale est un autre domaine dans lequel cette technique peut être incroyablement utile. Avant un événement social qui vous rend nerveux, visualisez tout ce qui pourrait mal tourner. Imaginez-vous bégayer pendant une conversation, renverser un verre sur quelqu'un ou être ignoré. En affrontant ces peurs dans votre esprit, vous les rendez moins effrayantes. Vous constaterez souvent que même si ces choses se produisent, les conséquences ne sont pas aussi catastrophiques que votre peur le laisse croire. La peur des changements de carrière est un défi courant auquel beaucoup sont confrontés. Si vous envisagez un changement d'emploi ou un changement radical de carrière, utilisez la visualisation négative pour explorer vos peurs. Imaginez être incapable de trouver un nouvel emploi, faire face à des difficultés financières ou découvrir que vous n'aimez pas votre nouvelle carrière. En examinant ces scénarios, vous pouvez élaborer des plans d'urgence et vous sentir mieux préparé à franchir le pas. Des phobies spécifiques, telles que la peur des hauteurs ou du vol, peuvent également être traitées grâce à cette technique. Si vous avez peur de voler, par exemple, visualisez-vous en train de subir de fortes turbulences, voire un atterrissage d'urgence. En faisant cela de manière répétée, vous pourrez progressivement vous désensibiliser à ces peurs et vous sentir plus capable de prendre de vrais vols sereinement. Sur le lieu de travail, la visualisation négative peut être un outil puissant pour préparer des présentations ou des réunions importantes. Imaginez oublier des points clés, être interrogé de manière agressive ou rencontrer des problèmes techniques. En anticipant ces défis, vous pourrez mieux vous préparer et vous sentir plus en confiance lorsque le véritable moment arrivera. Pour ceux qui luttent contre le perfectionnisme, cette technique peut être libératrice. Visualisez-vous en train de faire des erreurs, de produire un travail imparfait et de recevoir des critiques. Cela peut vous aider à réduire votre peur de l'échec et vous permettre d'agir de manière plus libre et créative. Dans le domaine des relations, la visualisation négative peut aider à gérer les peurs d'intimité ou d'engagement. Imaginez être vulnérable et rejeté ou une relation se terminer. En affrontant ces peurs, vous pouvez devenir plus ouvert à de véritables relations, sachant que vous pouvez gérer les risques émotionnels impliqués. Pour les entrepreneurs et les dirigeants, cette technique peut s'avérer précieuse pour prendre des décisions stratégiques. En visualisant les pires résultats possibles d'une décision, vous pouvez identifier les risques potentiels et élaborer des plans d'atténuation plus solides. Les athlètes et les artistes du spectacle peuvent utiliser la visualisation négative pour se préparer à des compétitions ou à des performances. Imaginez que vous soyez confronté à l'adversité pendant la représentation, comme des erreurs techniques ou des réactions négatives du public. Cela peut augmenter la résilience mentale et améliorer les performances sous pression. En gestion financière personnelle, cette technique peut aider à créer une planification plus réaliste. Visualisez des scénarios de perte d'emploi, de dépenses imprévues ou de crises économiques. Cela peut vous motiver à constituer un fonds d'urgence plus solide et à faire des choix financiers plus prudents. Pour les personnes confrontées à des problèmes de santé, la visualisation négative peut être utilisée pour se préparer à d'éventuelles complications ou résultats du traitement. Cela peut contribuer à réduire l'anxiété et à promouvoir une approche plus proactive des soins de santé. Dans les situations de conflits interpersonnels, utilisez cette technique pour vous préparer à des conversations difficiles. Imaginez les pires résultats possibles de la conversation, y compris des réactions négatives ou l'incapacité de résoudre le conflit. Cela peut vous aider à aborder la situation avec plus de calme et de préparation. Enfin, pour les défis à long terme comme écrire un livre, obtenir un diplôme universitaire ou atteindre un objectif de remise en forme, la visualisation négative peut aider à maintenir la motivation. Imaginez-vous en train d'échouer ou d'abandonner et utilisez cette visualisation pour réaffirmer votre engagement et développer des stratégies pour surmonter les obstacles.
N'oubliez pas que le but de la visualisation négative n'est pas de devenir pessimiste ou paralysé par la peur. Il s'agit plutôt d'un outil permettant de développer la résilience, la préparation et une perspective plus équilibrée. En pratiquant régulièrement, vous pouvez transformer vos peurs en source de force et de courage, vous permettant d'affronter les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. L'histoire regorge d'exemples inspirants d'individus qui ont utilisé des principes similaires à la visualisation négative pour surmonter des défis extraordinaires et réaliser de grandes choses. Explorons certaines de ces histoires, en commençant par les stoïciens eux-mêmes et en remontant jusqu'aux figures contemporaines. Marc Aurèle, le philosophe empereur romain, a été confronté à d'immenses défis au cours de son règne, notamment des guerres, des épidémies et des trahisons politiques. Il utilisait quotidiennement la visualisation négative, écrivant dans ses méditations sur les pires scénarios. Cela l'a aidé à maintenir le calme et la clarté mentale nécessaires pour diriger un empire dans des périodes de turbulence. Sa pratique constante de cette technique l'a préparé à affronter les crises avec sérénité, faisant de lui l'un des dirigeants les plus respectés de l'histoire romaine. Épictète, ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, utilisait constamment la visualisation de scénarios défavorables dans ses enseignements. Malgré sa condition physique, il était boiteux, et son passé d'esclave, Épictète a réussi à influencer certains des esprits les plus puissants de son époque, dont Marc Aurèle lui-même. Sa capacité à faire face à l'adversité avec sang-froid a inspiré des générations d'adeptes. Revenons à une époque plus récente et nous avons l'exemple de Nelson Mandela. Au cours de ses 27 années de prison, Mandela a utilisé des techniques similaires à la visualisation négative pour maintenir sa force mentale. Il a souvent imaginé les pires scénarios, y compris la possibilité qu'il ne soit jamais libéré ou que sa décision échoue. Cette pratique l'a aidé à développer une résilience extraordinaire, lui permettant de sortir de prison non pas avec de l'amertume, mais avec une vision de réconciliation qui a transformé l'Afrique du Sud. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a développé une philosophie de vie basée en partie sur l'idée d'affronter la souffrance de front. Dans son livre « En quête de sens », il décrit comment imaginer et accepter les pires aspects de sa situation dans les camps de concentration l'a aidé à survivre et à maintenir son intégrité mentale. Son expérience a conduit au développement de la logothérapie, une forme de psychothérapie qui met l'accent sur la recherche de sens, même dans les circonstances les plus défavorables. Dans le monde des affaires, Steve Jobs est un exemple notable. Connu pour sa vision innovante, Jobs était également connu pour envisager régulièrement des scénarios négatifs. Cela l'a amené à prendre des décisions audacieuses qui allèrent souvent à l'encontre des idées reçues. Sa capacité à imaginer et à se préparer à d'éventuels échecs a été essentielle au succès révolutionnaire d'Apple. Dans le sport, le nageur olympique Michael Phelps est célèbre pour utiliser la visualisation, notamment la visualisation de scénarios négatifs, dans le cadre de sa préparation mentale. Il imaginait régulièrement des situations défavorables, comme ses verres se remplissant d'eau pendant une course, ce qui s'est réellement produit aux Jeux olympiques de 2008. Cette pratique l'a aidé à rester calme et concentré, même sous une pression extrême, contribuant ainsi à son impressionnante collection de médailles olympiques. L'astronaute Samantha Cristoforetti, première femme italienne dans l'espace, utilise des techniques similaires à la visualisation négative dans sa formation. Les astronautes pratiquent régulièrement des scénarios d'urgence, imaginant et se préparant aux pires situations possibles dans l'espace. Cette pratique augmente non seulement la sécurité, mais aide également les astronautes à rester calmes dans des situations très stressantes. Malala Yousafzai, militante pakistanaise et plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, a fait preuve d'une résilience remarquable face à des menaces extrêmes. Bien qu'elle ne pratique pas explicitement la visualisation négative, sa capacité à poursuivre son combat pour l'éducation des filles, même après avoir subi une tentative d'assassinat, démontre un état d'esprit qui fait écho aux principes stoïciens consistant à affronter les peurs de front. Dans le domaine littéraire, J.K. Rowling, auteur de la série Harry Potter, a utilisé une forme de visualisation négative pour vaincre sa peur de l'échec. Elle a imaginé le pire des cas, son livre étant rejeté par tous les 'éditeurs, et a réalisé qu'elle pourrait y survivre. Cet état d'esprit
l'a aidé à persister malgré de multiples refus jusqu'au succès phénoménal de sa série. Tim Ferriss, auteur et entrepreneur, a popularisé une technique appelée « mise en peur », qui est essentiellement une forme moderne de visualisation négative. Il encourage les gens à détailler leurs pires peurs et à planifier la manière dont ils pourraient y faire face, une pratique qu'il attribue à bon nombre de ses décisions de vie les plus marquantes. Ces histoires illustrent le pouvoir transformateur de faire face à nos peurs et de nous préparer mentalement à l'adversité. Des anciens philosophes aux athlètes, entrepreneurs et activistes modernes, la pratique consistant à visualiser et à se préparer à des scénarios négatifs a été un outil puissant pour développer la résilience, la clarté mentale et le courage. Chacune de ces figures, dans son contexte unique, a démontré comment la volonté de regarder directement nos peurs peut nous permettre de réaliser des choses extraordinaires. Il nous montre que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle, une compétence qui peut être cultivée grâce à des pratiques comme la visualisation négative. Nous avons atteint la fin de notre voyage en explorant la puissante technique stoïcienne consistant à transformer la peur en courage. Récapitulons ce que nous avons appris et réfléchissons à la manière dont nous pouvons l'appliquer à nos vies. La visualisation négative n'est pas seulement un exercice mental, c'est un outil pratique pour renforcer la résilience et le courage. En affrontant nos peurs de front, nous les dépouillons de leur pouvoir sur nous. N'oubliez pas que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Pensez à la façon dont cette technique peut transformer votre vie. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer à cause de la peur? Combien de rêves sont restés en sommeil? Vous disposez désormais d'un outil puissant pour affronter ces peurs et vivre une vie plus pleine et plus authentique. Imaginez-vous dans un an, après avoir pratiqué régulièrement la visualisation négative. Comment vous sentiriez-vous face à des défis? Comment votre vie pourrait-elle être différente? Le voyage vers une vie plus courageuse commence par un seul pas, et vous l'avez déjà franchi aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une solution magique instantanée. C'est une pratique, un muscle qu'on renforce avec le temps. Il y aura des jours difficiles, mais chaque fois que vous affrontez vos peurs, vous devenez plus fort. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Choisissez une peur qui vous limite et pratiquez la visualisation négative tous les jours pendant une semaine. Remarquez comment cela change votre point de vue. Et voici le plus important. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour faire le premier pas sur son propre chemin de courage. En parlant de commentaires, j'ai une question à laquelle j'ai hâte d'entendre vos réponses. Quelle est la plus grande peur que vous ayez jamais surmontée et comment a-t-elle transformé votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. Créons une communauté de soutien mutuel et d'inspiration. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, pensez à la partager. Nous ne savons jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Et si vous appréciez le contenu que nous créons et souhaitez soutenir la poursuite de ce travail, pensez à faire un don à la chaîne. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, nous aide à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Le lien de don est épinglé au premier commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vos peurs. Vous avez en vous la capacité de vivre une vie courageuse et authentique. Ce voyage visant à transformer la peur en courage est en cours et je suis honoré d'en faire partie avec vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons notre exploration de la sagesse stoïcienne et son application à nos vies modernes. Restez forts, restez courageux et rappelez-vous, l'obstacle est le chemin.